Bonjour à tous. Donc, nous voici réunis pour la deuxième session organisée par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, donc, qui est partenaire du Printemps de l'économie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc nous sommes réunis maintenant sur les enjeux du vieillissement. Donc aussi bien le vieillissement d'une manière générale, mais on abordera, et c'est plus le cœur de la session, les enjeux du grand âge et comment on répond à ces enjeux du grand âge en France. Pour cette session, donc, 3 intervenants de marque sont réunis, ont très aimablement accepté d'intervenir. Donc Jean-Hervé Lorenzi, qui est d'un côté président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, mais surtout ici présent car titulaire de la chaire transition économique, transition démographique, transition économique, excusez-moi, portée par la Fondation du Risque, créée il y a plus de 10 ans, et donc qui travaille sur toutes les questions, toutes les dimensions du vieillissement, et on va y revenir. Laure de la Bretèche, donc vous êtes directrice déléguée des politiques sociales à la Caisse des dépôts et également présidente d'ARPAVI. Et vous nous direz aussi, vous êtes membre du Haut Conseil à la famille, l'enfance, l'âge, c'est ça. Merci beaucoup. Et Louis-Henri, donc responsable des transitions au sein de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, et donc qui nous parlera d'une expérience hollandaise qu'il a pu découvrir. Donc, comme pour la précédente session, nous organiserons le débat en plusieurs temps afin d'avoir une discussion dynamique et puis éventuellement pour insérer des questions pour ceux qui le voudraient durant les échanges. Alors, je remercie bien sûr les participants ici présents donc, de nous avoir rejoints. Je crois qu'il y a également des élèves de terminale qui sont en ligne, donc je voudrais les remercier. Je ne sais pas le nom du lycée. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci aux classes qui sont avec nous à distance. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions. Je les reçois sur mon smartphone. Donc, pour démarrer, Monsieur Chassang arrive, donc vice-président du Conseil économique, social et environnemental, et qui vient de clore un travail autour de la... Bonjour Monsieur Chassang, donc, vice-président du CESE, donc qui vient de clore un travail donc d'études sur la prévention de la dépendance. Donc ça fait partie des choses évidemment que nous allons aborder au cours de cette session. Donc nous allons démarrer avec une première question donc, qui est peut-être plus générale que la question du grand âge. Ce sont les enjeux de la société du vieillissement. Quelles sont les conséquences d'une société qui vieillit? Et donc quelles questions cela pose? Bien sûr économiques, mais aussi sociétales, de santé, etc. Donc, je voudrais d'abord qu'on fasse un premier tour de table, peut-être avec Jean-Hervé et Laure, sur cette question des enjeux de la société du vieillissement. Jean-Hervé, je te donne la parole. Bien, d'abord un merci, c'est très impressionnant, cette coupole qui, franchement, merci au CESE et merci à la Caisse des dépôts qui, c'est vrai, nous aide beaucoup, et Isabelle qui a permis à toute une partie de la réflexion économique dans notre pays de perdurer. Franchement, un grand merci. Alors peut-être, je crois qu'il faut avoir d'abord une définition rigoureuse de ce qu'est le vieillissement. On peut en avoir plusieurs, mais disons celle que moi je vous propose, c'est de dire simplement que l'âge moyen d'une société a augmenté, ce qui évidemment n'est pas du tout exclusif de l'accroissement de la population. Mais l'âge moyen, ça signifie que l'augmentation de la durée de vie, finalement, est plus important que l'accroissement de la population elle-même. Donc, dans ce problème-là, et permet d'avoir cette mécanique qui conduit à avoir peut-être 10 milliards d'habitants dans une vingtaine d'années et d'avoir en même temps, à peu près partout, ce phénomène de vieillissement. Alors, pour répondre à ta question qui est un peu large et très importante, je reconnais l'économiste derrière ça. Les économistes, au fond, ont toujours eu l'idée que la croissance potentielle, alors la croissance potentielle, je dis ça pour nos jeunes participants à l'opération, la croissance potentielle, c'est celle qui est en réalité obtenue dans des conditions d'équilibre, sans qu'il y ait une inflation déterminante, sans qu'il y ait de modifications très profondes des équilibres sociaux. Alors, il y a beaucoup de manières de le calculer. C'est très lié à la gain de productivité et c'est très lié à l'accroissement de la population, donc population active. Donc c'est les deux choses que l'on retrouve. Et évidemment pour les économistes, le vieillissement,
c'est la baisse de la croissance potentielle. C'est d'ailleurs ce qu'on constate partout. C'est une des raisons, pour bien avoir l'esprit de ça en tête, c'est une des raisons pour lesquelles la croissance mondiale, qui était en gros de 5% il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, est passée à environ 3,5% de manière, j'allais dire, bien au-delà des crises que nous avons connues. Donc le vieillissement joue un rôle majeur dans cette affaire-là, parce qu'il joue à la fois, vous allez le voir, sur la productivité, et évidemment, sur l'augmentation ou plus exactement la diminution de la population active disponible. Il y a trois raisons qui font que pour les économistes, d'une manière générale, le vieillissement est au fond synonyme de baisse de la croissance. La première, c'est que, quand vous regardez bien le prélèvement que les retraités peuvent faire, c'est-à-dire, quand j'emploie prélèvement, il n'y a aucun aspect négatif. C'est simplement qu'il n'y a pas de richesse créée en face de cette activité, ou pas de richesse créée directement. Il est clair que, par exemple, aujourd'hui, il y a entre 20 et 25% de la population active qui a plus de 60 ans en France. Ça va augmenter, ça va passer à 32% dans les 5-10 ans qui viennent. Et vous voyez bien que ce qui est prélevé par cette population, qu'il mérite, une fois de plus, il n'y a pas du tout le mot prélèvement ne doit pas être pris de manière négative, mais que ce prélèvement qui porte essentiellement sur les retraites et la santé va augmenter de manière très importante. Tout à l'heure, quand on va parler de la dépendance, on va s'apercevoir que c'est géant et que c'est beaucoup, beaucoup plus important que les problèmes de la retraite qui font l'objet de notre réflexion, j'allais dire, permanente dans notre pays depuis maintenant 2 mois. Premier aspect, donc, les flux financiers qui vont vers des gens qui ne créent pas stricto sensu de la richesse vont augmenter. Le deuxième aspect, c'est que, quelle que soit la sympathie immense que j'ai pour les plus de 60 ans, et même pour les plus de 70 ans, il est clair que l'innovation dont on considère qu'elle est la manière de sortir de toutes nos difficultés, il y a une espèce de deus ex machina qui nous réglerait tous les problèmes, il se fait plutôt quand on a 20 ans que quand on a 70. Le garage va accueillir plutôt des jeunes que des vieux, c'est comme ça. Et donc, une société vieillissante, en dépit des apparences de tout un baratin qu'on fait sur le fait que l'innovation, l'intelligence artificielle, minute par minute, on a l'impression qu'on bouge de monde, en réalité, et ça se voit d'ailleurs dans les gains de productivité, il y a quand même plutôt un ralentissement du phénomène. Puis troisième point, le plus important, de très loin, le fait est que nous avons besoin, dans tous nos pays, tous les pays du monde, mais peut-être encore plus dans un pays comme les pays européens et encore plus dans le nôtre, nous avons besoin de beaucoup d'investissements. Investissements dans les transitions. Notre ami Jean Pisani a fait le calcul que ça coûtait 70 milliards par an. Par an, 70 milliards. Vous voyez les discussions qui ont lieu aujourd'hui sur les retraites, qui quand même relativisent un peu tout ça. Alors on fait le calcul, 3-4% du PIB d'investissement en plus. Tout à l'heure, on va parler de dépendance. C'est absolument géant ce qu'il va falloir pour faire que les EHPAD, y compris Orpea, je dis ça pour nos amis, il faut quand même simplement accueillir des salariés qui ont envie. Aujourd'hui, il n'y a pas un salarié, il n'y a pas une personne qui a envie d'être salarié dans un EHPAD. C'est quand même un problème majeur. On va y revenir. On peut multiplier les exemples. Et donc, toute cette épargne nécessaire pour l'investissement est susceptible de prendre des risques. Or, sans être un prix Nobel d'économie, on peut assez facilement rappeler, je dis ça pour nos jeunes, que l'aversion au risque est évidemment corrélée à l'âge. Plus vous augmentez en âge, moins vous avez envie de prendre de risques. Si moi, par exemple, on me propose de rentrer dans le capital d'une start-up dont on me dit dans 20 ans ça va être un bijou, c'est sûr que je vais un peu hésiter. Je vais y aller, mais je vais un peu hésiter. Donc, la réalité, c'est que la plus grosse part de l'épargne financière dans un pays comme le nôtre, 60% de l'épargne financière est entre les mains des plus de 60 ans, elle n'a pas envie de prendre de risques.
Et donc, le vieillissement, c'est en réalité une difficulté pour pouvoir investir dans des activités qui sont des activités risquées. Donc ça fait 3 raisons qui entraînent un ralentissement de l'économie. Je rajoute juste un dernier point, alors, parce qu'il faut rendre positif. On a beaucoup parlé évidemment des activités, la consommation des retraités. C'est développer la silver economy, il y a une silver valley, enfin il y a des tas de trucs, mais permettez juste, les économies, ça ne sert pas à grand-chose sauf à avoir des ordres de grandeur. C'est hors de proportion avec la réalité de ce que ça va coûter, le vieillissement. Et vous voyez bien qu'on dit que la Chine va ralentir, elle ralentit pour 2 raisons, parce qu'elle se rapproche de la frontière technologique, donc il y a un moment où le comportement d'un pays qui, en réalité, est plutôt imitateur et qui devient à un moment investisseur pour le progrès, c'est plus compliqué, mais surtout, elle vieillit. Et donc, c'est ça le fond du sujet. Et donc, partout, on voit que ce phénomène-là est clé. Et donc, je ne dis pas que le vieillissement est une mauvaise chose, je dis juste que ça ralentit la croissance. Point. Merci beaucoup. Laure, quels sont les enjeux de la société du vieillissement, selon vous? Merci Isabelle et bonjour à tous. Je pense qu'on va se compléter avec mon voisin de gauche, puisque j'avais quelques éléments en réponse à l'interpellation sur les enjeux du vieillissement, ou de la société du vieillissement, puisque tel était l'intitulé que vous nous proposiez, Isabelle. En commençant par le rapport au temps, je pense qu'un des sujets qui est le plus prégnant, c'est que à mesure que le baby-boom devient un papy-boom, et on approche maintenant du pic de cette période, puisqu'on a connu en France quelque chose de totalement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, enfin, pour autant qu'on en ait l'analyse statistique, qui est 30 années où les femmes ont eu à peu près chacune 3 enfants, donc à la fois en longueur et en densité, on a connu un événement durable et profond qui a changé la physionomie de la démographie française de la deuxième moitié du XXe siècle. On est en train du coup d'en connaître la suite, sachant que les choses ensuite vont revenir à un étiage différent. Mais néanmoins, tout ça nous fait oublier que le premier sujet, ça va être le rapport au temps. En 1945, on partait à la retraite à 65 ans à l'époque, à l'âge qui correspondait à l'espérance de vie. Et donc, toute la construction intellectuelle qu'on a eue sur le rapport aux périodes de vie est profondément modifiée par ce qu'on vit aujourd'hui. Et je veux simplement en donner 2 exemples. L'expression de vie active, qui est d'usage chez les économistes, et je le dis pour taquiner mon voisin de gauche sans aucune critique du concept, mais renvoie en sous-jacent au fait que les années d'avant, c'est-à-dire en gros 20-25 ans, et les années d'après, de 65 jusqu'à la fin, 64 peut-être, 62, on verra, ce sont des années de vie passive, ou en tout cas non active, ce qui nous pose un problème quand même. C'est-à-dire qu'on a un sujet qui est celui, quelle que soit la réflexion qu'on a sur l'âge de départ à la retraite, sur ce que représente dans un parcours de vie ces années d'avant et d'après ce qu'on appelle aujourd'hui la vie active. Une autre chose qui me paraît assez importante, au-delà de ce problème du rapport au temps, c'est le rapport à la place de la santé dans les priorités. Aujourd'hui, vous le verrez, dans la quasi-totalité de toutes les études d'opinion, la santé est très haut dans le palmarès. Et c'est logique. Les Français ont l'intuition, et une intuition vérifiée aussi par des difficultés du moment, que dans une société qui vieillit, la place de la santé prend une place très prédominante, puisqu'elle va devoir répondre à des problématiques qui sont celles à la fois des fragilités et des polypathologies, qui se concentrent, que l'on parle de dépendance ou pas, dans les années du vieillissement. Une autre évolution, c'est celle du visage de notre société. Une évolution que je dirais numérique, mais non pas pour le digital, mais pour le nombre. Le décile de population le plus important, dans quelques années, sera celui des 75 à 85 ans. Le décile de population le plus important. Et dans quelques années également, en 2030, on aura plus de personnes de 65 ans que de personnes de moins de 15 ans. Donc, on voit bien que dans la rue, dans les magasins, dans tous les endroits où on vit, dans nos familles, la physionomie des équilibres de génération va profondément se modifier. Donc ça, c'est un autre des enjeux.
Or, face à ça, on est assez démunis puisqu'on reste sur des concepts, j'ai pris celui de vie active, mais qui sont parfois un peu en déphasage avec ce que ressent et ce que pressent la société. Prenons la notion de maison de retraite. Elle est attrape-tout, on va y revenir tout à l'heure, on va parler des EHPAD, des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes pour dérouler le sigle. Un EHPAD n'est pas une maison de retraite. D'abord, ça n'est pas une maison et ensuite, il ne rentre pas à l'âge de la retraite. Le concept est faux. À partir du moment où on travaille sur des concepts faux, on a beaucoup de mal à dire le réel et à dire le futur. Donc il y a des questions comme ça qui se posent, qui sont assez profondes dans cette question de la société du vieillissement. Il y a une autre question qui est assez nouvelle, je crois, mais qui renvoie à ce que disait Jean-Hervé Lorenzi à l'instant, le patrimoine des plus âgés. Certes, il reste important, significatif. Mais on voit des premiers signes, et les enquêtes de l'INSEE l'indiquaient il y a déjà 3 ans, qui sont au moins le plafonnement et sans doute aussi l'infléchissement à la baisse de ce patrimoine individuel pour des raisons qui sont d'autres évolutions de la société, qui est aussi une société de familles plus recomposées et parfois avec un nombre de divorces important et significativement en hausse à l'âge de 65 ans. Donc on a des problématiques nouvelles de maintien du patrimoine qui jusque-là étaient ce qui permettait l'épargne de précaution pour faire face aux mauvais coups de la vie. Si elle est divisée par 2, amoindrie, qu'on vend son logement, peut-être pas dans les meilleures conditions, on a des difficultés nouvelles qui apparaissent. Et enfin, un dernier point, qui est évidemment un serpent de mer de la société du vieillissement, c'est que vieillir dans une société où la famille est largement entendue, c'est peut-être difficile de toute façon individuellement, mais c'est tout de même entouré. Dans une société où la mobilité résidentielle et l'éclatement des familles tout naturel, parce que les gens vont travailler plus loin, c'est moins facile. Et donc on a la problématique de l'aidance, qui est un sujet colossal, on y reviendra sans doute, qui n'est pas simplement qu'une problématique de la grande dépendance, puisqu'on a tendance à se focaliser aussi mais là-dessus, mais aussi de l'apparition des fragilités. Et l'apparition des fragilités, c'est plutôt pour une partie de la population vers 70 ans qu'elle peut apparaître. Et donc cette question de l'aidance, très largement informelle et non rémunérée par la solidarité, les dernières études disponibles, qui sont celles de l'adresse, l'estiment autour de 23 milliards. Et simplement pour le domicile. 1 milliard dans les EHPAD, car il y a aussi une aide informelle dans les EHPAD. Donc là aussi, pour en rajouter dans les défis financiers, il y a celui de la reconnaissance d'une manière ou d'une autre, et les gouvernements successifs ne sont pas inactifs pour le faire, bien sûr, de ce deuxième phénomène d'accompagnement de la société du vieillissement. Pardon Isabelle, j'ai été trop longue. Non, du tout. J'ai juste une petite question technique. À quelle heure vous devez partir, monsieur Chassan ? C'est bon. Écoutez, merci beaucoup. On va du coup avancer sur cette question de, alors pas d'abord de la dépendance, mais du grand âge, parce qu'il y a peut-être d'autres réponses à apporter au grand âge que la question, avant la dépendance et du traitement de la dépendance. Donc, quelles sont les spécificités du grand âge ? Et je vais revenir donc à cette deuxième question. Donc, Jean-Hervé, Laure et Monsieur Chassan, donc, quelles sont les spécificités du grand âge par rapport à la question précédente, ce sur quoi il faut se pencher plus particulièrement. Jean-Hervé. On a parlé de la société du vieillissement, mais là maintenant on va se centrer sur le grand âge. Donc après, bien sûr, on terminera sur la question des EHPAD, mais avant les EHPAD, les enjeux du grand âge. J'essaie plutôt de répondre par les estimations. Tu as déjà donné un chiffre de 23 milliards pour les aidants. C'est un chiffre qui est incroyable quand on réfléchit. C'est juste le fait de prendre les aidants informels, c'est-à-dire vous, moi, enfin pas moi c'est plutôt moi qui ai besoin d'être aidé, mais les gens, la génération 50-65 qui va aider ses parents. Et l'idée depuis plusieurs années, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, compenser les pertes de pouvoir d'achat ou les pertes de revenus qui sont liées à au fait que les gens consacrent finalement beaucoup de temps. Et le chiffre de 23 milliards est assez significatif. Alors, ce qui
ce que nous, on a calculé, puisque je m'exprime au nom de cette chère transition démographique, on a un petit modèle qui rend même le corps jaloux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Notre modèle est, je dis d'autant plus, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il est très très solide, très sérieux, puis il ne donne pas les 25 versions du corps qui fait que plus personne ne comprend rien. Il donne des chiffres qui sont intéressants. Et on s'aperçoit donc que quand on prend les 10 ans qui viennent, 10, 15 ans, enfin, et une fois de plus, c'est des approximations, et Isabelle, qui est une économiste talentueuse, sait à quel point il faut être prudent avec les prévisions des économistes, qui se révèlent la plupart du temps fausses, mais les ordres de grandeur, on s'aperçoit qu'il y a les 23 milliards que tu as évoqués, il y a les pertes, le vieillissement, et on va venir au grand âge, mais le simple vieillissement, c'est-à-dire la perte de cotisations qui sont fournies par des gens qui vont partir à la retraite, plus l'augmentation des dépenses de santé hors dépendance. Ça fait déjà une petite centaine de milliards. Je mets les 23 milliards dedans. 100 milliards. Donc c'est pour ça que je suis parfois un peu surpris de voir qu'on n'a pas encore évoqué le sujet. Et j'y rajoutais volontiers le soutien aux métiers qui sont les métiers des EHPAD, mais je suis d'accord avec les prévisions, enfin la définition qui a été donnée, mais le soutien d'une manière générale à tous les métiers d'accompagnement. Et là, il est clair que si on est sensible à cette idée forte de faire vivre ce secteur et ses besoins de santé, c'est là aussi une vingtaine de milliards. Donc on est sur des sommes absolument géantes, qui sont pour le moment pas évoquées, donc qui ne sont pas évoquées. Et ce qui est très important, pour vous vous souvenez qu'il y a quelques années, quand on était en plein discours sur la fatalité française du chômage de masse. Il faut quand même voir qu'on sort d'une période incroyable. Hein. On a vécu 30 ans avec la fatalité française, la préférence française pour le chômage, enfin, tout le baratin qui était juste d'ailleurs à l'époque. Et là, on a basculé, on va être dans un dispositif dans lequel, en réalité, c'est la seule chose qui a été utile dans le débat présidentiel d'il y a un an, c'était l'idée que désormais, on va se situer dans une société qui n'est pas au plein emploi, mais qui va vers le plein emploi. Et on le voit bien à travers les emplois non satisfaits, etc. Et donc, pour revenir à notre sujet, il y a 3-4 ans, comme il fallait expliquer que dans ce chômage terrifiant, il fallait bien trouver des solutions, on évoquait, je me souviens, un ministre avait évoqué le chiffre de 600 000 créations d'emplois dans le secteur. 600 000. J'ai regardé un peu tous les chiffres pour préparer la session d'Isabelle. Et donc, tout le monde se met d'accord sur l'idée que, toujours, je suis dans 10 ans, hein, on sera plutôt de l'ordre de 400 000 personnes. C'est de là-dessus qu'on a fait notre calcul la vingtaine de milliards qu'il faut rajouter juste pour rendre plus attractifs les métiers dont les gens ne veulent plus aujourd'hui. Donc, la spécificité dans un univers auquel on ne connaît pas grand-chose, parce que personne ne sait si les maladies neurodégénérescentes auront évolué. Ce que je fais, c'est ce que fait tout le monde d'ailleurs, c'est simplement prolonger des courbes, des droites, mais personne n'a que l'idée de savoir ce qui peut se passer dans le domaine de la modification même du traitement. Mais on est, quoi qu'il arrive, dans des chiffres dont on dira, pour être très optimiste, qui sont de l'ordre de 100 milliards de besoins de financement complémentaires dans une période de temps, pour une période de temps qui est assez courte, hein, dans peu de temps, 100, 130, 140. Alors, quand on est prudent comme moi, c'est-à-dire, moi je ne fais plus que des prévisions pour dans 30 ans, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de discussion après. Je n'aurai pas de discussion. Mais si on est sur des prévisions assez court terme, en fait, le chiffre de 100 milliards n'est pas surréaliste, stupéfiant. Alors ça veut dire derrière beaucoup d'emplois créés, ça veut dire en réalité un balancement dans le mécanisme de croissance qui en réalité est porteur de création de richesse, parce que derrière les emplois, c'est
où les aidants, ça veut évidemment dire de la consommation, enfin je reprends une casquette de keynésien, mais la question, vous voyez déjà le drame que représentent les 10 milliards ou 13 milliards de déséquilibre sur les retraites, quand on va arriver aux 100 milliards, à mon avis, ça ne va pas se passer de manière simple. Donc vous voyez que le sujet est, à mon avis, très important. Il est quand même, si je reprends les chiffres que tu as donnés, plus les miens qui sont... Ça, c'est des aidants informels et moi, c'est des aidants professionnels. On est, pour juste faire fonctionner le dispositif, on est entre 40 et 50 milliards. 40 et 50 milliards, il faut les sortir. Hein. Donc voilà. Donc c'est ça la spécificité. On rentre dans un univers de plein emploi. Dans 4, 5 ans, 6 ans, il y aura, pour des raisons démographiques d'ailleurs, hein, jusqu'à maintenant, on était en gros entre 100 et 150 000 arrivées nettes sur le marché du travail. On est maintenant un peu légèrement en dessous de 50 000. Donc tout ça a bougé. On est dans une nouvelle société qui va poser de nouveaux problèmes et avec des problèmes de financement qui sont absolument géants et sur lesquels il n'y a pas pour le moment de solution, sauf d'annoncer qu'on fait une 5e branche. Enfin bon, comme on a dit, ça fait très fonction publique. Je fais une 5e branche, mais personne ne sait comment elle peut marcher. Donc ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Laure, quelles sont donc les questions supplémentaires? Ah, bon, on va donc prendre votre intervention. Vous avez travaillé donc sur la prévention de la dépendance et on reviendra après sur les enjeux du grand âge. Non, je suis vraiment désolé, hein, mais je suis obligé de vous quitter malheureusement parce que Alors, d'abord, soyez les bienvenus. Hein, soyez les bienvenus au Conseil économique et social et environnemental. On travaille sur ce sujet. On travaille sur ce sujet, évidemment. Il y a un aspect économique que vous venez de citer. Il y a un aspect financement. C'était un petit peu votre dernière phrase, j'imagine. C'est pas en créant la caisse d'autonomie qu'on va résoudre tout le problème, évidemment. Il va falloir savoir comment on l'alimente. Mais nous, on s'est concentré dans un premier temps sur la prévention de la perte d'autonomie. Et c'est moi qui suis le rapporteur de cet avis qui sera présenté la semaine prochaine, mercredi très exactement, en plénière. Je vous le résume très rapidement, hein, en avant-première, si j'ose dire, en vous disant que la perte d'autonomie, ce n'est pas une fatalité. Hein. On peut vieillir sans forcément une perte d'autonomie. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, en prévenant, on retarde et on diminue les effets lorsque commencent les premiers signes de la perte d'autonomie. C'est une lapalissade, mais c'est un mérite de le rappeler. Troisièmement, accompagner, c'est prévenir. Et lorsque on a affaire à des personnes fragiles, le moindre grain de sable anodin fait basculer dans la vraie dépendance. L'exemple le plus frappant, c'est la chute. La chute chez la personne âgée, évidemment. Alors, face à ça, nous avons, comme on a l'habitude de le faire, on a fait un état des lieux, etc., et on fait un certain nombre de préconisations. Je vous les résume très rapidement. Elles tournent autour de 6 axes. Le premier, et c'est l'axe, à mon avis, qui est un des plus importants, c'est de reconnaître la place des personnes âgées dans notre société. C'est-à-dire que vieillir, c'est une chance. C'est bon de vieillir. C'est pas du tout, comment dirais-je, péjoratif de vieillir. Au contraire, on a la chance de vieillir. Dieu sait, le tout, c'est de vieillir en bonne santé, ou le plus possible. Non, mais... Oui, mais l'espérance de vie, il ne faut pas oublier. Hein, et l'espérance de vie en bonne santé, si on regarde 20 ans ou 30 ans en arrière, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est, à mon avis, une bonne nouvelle. Et deuxièmement, les vieux, parce que moi, on n'hésite pas à employer ce terme-là, eh bien, ils sont utiles à la société. Hein. Ils occupent un certain nombre de places, ils rendent beaucoup de services, etc. Donc, il y a une utilité. Et donc, il faut lutter contre ce qu'on appelle l'agisme, qui consiste à dire que, finalement, quand on approche la retraite, on parle des seniors, hein, pudiquement, lorsque on est vieux, on a tendance à les mettre de côté, etc., d'élaborer des politiques sans même leur demander leur avis, etc. Enfin, bref, donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui d'identifier, repérer le plus tôt possible, en amont, les signes de fragilité à travers ce qu'on appelle les facteurs de risque. Pour ça, on a des outils à notre disposition, en particulier le programme ICOP, qui est un programme de l'OMS que tout le monde connaît, qui permet, à travers des choses très simples,
de détecter, de repérer et de donner les conseils appropriés aux personnes pour qu'elles se prennent en charge et pour évidemment éviter que toutes les choses se compliquent à travers une notion qui maintenant est d'actualité, c'est la notion One Health. C'est-à-dire que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est beaucoup plus que ça, enfin, etc. Le troisième axe, c'est aller vers. C'est-à-dire qu'on prévient toujours, on fait des bilans de santé, on fait un certain nombre de choses, on utilise des outils, et très souvent, ce sont les mêmes personnes qui en bénéficient. Et ce sont très souvent les personnes qui en ont le moins besoin. Et ceux qui en ont le moins besoin, parce qu'on a un des pays qui est frappé le plus par les fortes inégalités, les inégalités sociales et les inégalités géographiques. Et il y a une partie de la population qui vit en dehors de beaucoup de choses et qui n'a pas la chance de bénéficier d'une prise en charge. Et donc l'idée, c'est d'aller vers eux. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent parce qu'ils ne viendront jamais. Et donc il faut aller et faire une démarche vers. Je vais rapidement, mais le temps presse, à la fois pour moi et surtout pour vous. Quatrième point, c'est le sujet de l'habitat. Et on développe la notion de parcours de l'habitat. Et parcours d'habitat, ça suppose d'anticiper. D'anticiper sur son propre logement et de le faire le plus tôt possible, dès l'âge de 55 ans, en disant, j'habite dans cette maison est située en dehors des villes, en dehors des commerces, etc. Est-il bien raisonnable que je continue à habiter au premier étage de ma maison alors que, voilà, donc que chacun ait une réflexion et qu'il puisse établir un diagnostic et puisse prévoir son habitat. La deuxième idée, c'est de développer des alternatives aux EHPAD. Il y a bien sûr l'EHPAD hors des murs, mais ça c'est encore un autre sujet, mais c'est de dire que ce n'est pas une fatalité d'aller à l'EHPAD lorsqu'on ne peut plus subvenir à son domicile. Il y a des solutions alternatives, résidences seniors et autres, il y a plein de formules à ça, et donc il faut les développer parce qu'elles sont en nombre insuffisant, elles sont insuffisamment connues et elles sont en nombre insuffisant. Et puis, lorsque le temps est venu d'aller en EHPAD, ce n'est pas le souhait de tout le monde, mais malheureusement, on pense, nous, qu'on ne fera pas l'économie de toute façon de continuer à développer le modèle EHPAD parce qu'il est nécessaire, il est indispensable, il y a un besoin de prise en charge, mais encore faut-il que ces EHPAD deviennent des véritables lieux de vie, d'une part, et d'autre part, qu'elles soient réellement médicalisées. On en est très loin, et en particulier, ça concerne évidemment les personnels qui travaillent dans ces EHPAD, etc., leur ratio, nombre de personnel au chevet des patients, et d'autre part, le nombre de pensionnaires, etc. Donc, on pense qu'il faudrait qu'il soit à 1. On en est très loin aujourd'hui. Ce ratio est loin d'être à 1. On va y revenir dans la session. Et je termine. 2 points. Nous pensons qu'il y a aussi beaucoup à faire sur le recrutement et la revalorisation des métiers de l'accompagnement. C'est un vrai sujet. Autre sujet, c'est celui des aidants. Il faut soutenir les aidants. Et les aidants, ce sont volontiers des femmes. Là aussi, c'est une très grande inégalité. Et ces aidants, il faut les soutenir. Par exemple, on institue un congé parental lorsqu'on a un enfant malade. Lorsqu'on est aidant, eh bien, faut-il pas aller dans la même direction pour un aidant? Je prends un simple exemple. Il y a évidemment beaucoup d'autres éléments. Et enfin, on ne peut jamais terminer un rapport sans la gouvernance. Et la gouvernance, je sais qu'elle est complexe, parce qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans ce secteur. Et donc, l'idée, c'est de ne pas rajouter de la complexité à la complexité. Et donc, il y a un rapport, le rapport Libaud, que tout le monde connaît, qui promet le service public territorial de l'autonomie à travers un guichet unique, etc. Nous allons dans cette direction-là pour, évidemment, partir de l'existant, se servir de ce qui marche, et pas de construire une usine à gaz que personne ne comprendrait et qui ne ferait que venir complexifier la situation. Voilà quelques mots sur le travail qu'on est en train de faire, qu'on a fini de mener et que maintenant on va rendre public la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Je donne la parole à Laure, peut-être compléter sur la question du grand âge, avant d'aborder ensuite la question des EHPAD. Volontiers, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites, et par monsieur Chassan aussi, qui sont assez importantes, avec notamment, pour remettre le sujet du grand âge en perspective, se souvenir que finalement,
la dépendance ne concerne que 8% d'une classe d'âge. C'est beaucoup en nombre, mais finalement, c'est un risque assez relatif pour l'ensemble de la population. Et dans ce contexte, on peut s'étonner qu'il y ait aujourd'hui, et vous pouvez faire le test, une très grande ignorance finalement de la façon de faire face à ce risque. Avec l'idée très dominante en France, effectivement, que puisque de toute façon, il existe une sécurité sociale, elle doit peu ou prou couvrir tous les risques, mais qu'en même temps, les gens ont bien compris qu'il y a des difficultés financières liées au reste à charge dans les établissements, des sujets financiers complexes, des sujets d'aidance. Et donc, c'est un immense sujet de stress. Autrement dit, quand on interroge des personnes à la retraite, elles sont globalement très heureuses d'être à la retraite. Et on avait fait une étude chez Arpavi, donc le groupe associatif que je préside en lien avec l'IFOP. Peu d'entre eux, c'était il y a un an et demi, marquaient un grand emballement pour une évolution de l'âge de départ à la retraite, qui est vu comme une période de récompense d'une vie de travail. Et donc, il y a peu d'appétence. On en a eu confirmation ces derniers mois. Pour ce type de réforme, ça n'est pas pour dire qu'il ne faut pas les faire. Mais à l'inverse, l'image très négative qu'il peut y avoir du risque de dépendance domine à peu près à égalité. On peut le comprendre. Personne n'a envie effectivement de perdre son autonomie ni physique, ni psychique, ni cognitive. Mais du coup, sachant ce risque, et sur la question de l'habitat, on demandait aux gens, voilà, du coup, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rester à domicile? Et il y en avait au moins 30-40% qui disaient j'aimerais bien, mais je sais que probablement je vais devoir quitter mon domicile. Et donc, à cela, on demandait, dans un échantillon plus réduit des plus de 75 ans, avez-vous regardé des solutions alternatives à votre domicile? Et là, aux surprises, on a un pourcentage ridicule de gens qui ont effectivement regardé quelles étaient les solutions. Donc on peut en tirer deux choses. D'une part, qu'on communique mal sur ce qui existe, puisque bien sûr, il n'y a pas que des EHPAD en France, il y a beaucoup d'autres solutions d'habitat choisi, parce qu'il est difficile de mettre un EHPAD dans la catégorie des habitats choisis. Mais en revanche, effectivement, ce qui était évoqué tout à l'heure sur le parcours résidentiel peut se construire. Moi, je suis une militante du droit au déménagement, quel que soit l'âge. On déménage quand on est jeune, on déménage quand on commence à avoir une famille, on a le droit de déménager jusqu'à un âge avancé. Et ça ne veut pas dire renoncer à choisir. Et l'autre chose qu'on peut réaliser, c'est que le risque de dépendance fait l'objet du coup d'un total déni. C'est-à-dire qu'en fait, pris individuellement, l'image projetée de soi fait qu'on n'a pas du tout envie d'en parler, même parfois à ses proches. Et que donc, pour les pouvoirs publics, c'est encore plus délicat. Puisque, faisant face à une forme d'impensé, on peut effectivement aligner des milliards, proposer des choses, réaugmenter d'ailleurs les personnels de santé, puisque le Ségur de la santé a conduit à une augmentation d'à peu près 15% des personnels, ce qui est largement justifié par la pénibilité de certaines tâches et le fait que très souvent, comme beaucoup de métiers de femmes, ils ont été sous-payés. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a eu un effort significatif qui ne résout pas la question de l'attractivité de ces métiers, puisqu'on continue à avoir des difficultés très importantes dans les EHPAD à recruter. Donc je pense qu'on a un sujet qui est un sujet sociétal, effectivement, d'acceptation de ce sujet, et puis de communication sur les solutions existantes, au lieu, souvent, mais ça change depuis quelques années, d'enfermer les gens dans un choix impossible entre rester dans un domicile qui n'est plus du tout adapté, ce qu'on appelle parfois par abus de langage le virage domiciliaire. Le virage domiciliaire, c'est juste essayer de concilier le domicile et d'autres choses pour assurer une palette de choix. Ça n'est pas tout miser simplement sur le maintien de force à domicile. En revanche, effectivement, il y a des réflexions à avoir sur l'offre, sur laquelle on fait aussi parfois des erreurs de calibrage. Et je voudrais, sur cette question du grand âge et de l'inéluctabilité des évolutions démographiques, vous faire état d'une surprise que j'ai eue. Parce que pendant très longtemps, j'ai répété en bonne élève qui avait appris sa leçon que quand même la démographie, ça faisait partie des sciences exactes. Et qu'au fond, on pouvait voir assez bien où on allait avec des gens qui naissent
uniquement tentés et puis qui ensuite ont une espérance de vie qu'on peut suivre, maladie, etc. Avec une hausse régulière qui aujourd'hui plafonne quand même en France, un petit peu au moins pour les femmes. Mais au fond, il y a quantité de choses qu'on sous-estime. Et on a tendance souvent à se livrer à la prédiction à partir simplement de ce qu'on sait. Et l'incapacité à jouer avec les variables dont on dispose pour se projeter vraiment. Et aujourd'hui, imaginons ce que ce serait, et ce n'est pas du tout chose impossible, si on trouvait un vaccin contre la maladie d'Alzheimer. Ou un traitement véritablement efficace qui stoppe la dégénérescence cognitive. On retirait une des causes importantes qui oblige des personnes âgées et leurs familles à faire le choix de l'EHPAD, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'alternatives finalement. Il faut une protection collective H24 et le domicile s'y prête difficilement, même pour ceux qui ont des moyens financiers importants. Donc un changement comme celui-là serait une évolution de variables très, très, très significative. De même, si on arrivait effectivement à regarder différemment la solution que représente l'EHPAD par beaucoup de familles, on se constaterait très rapidement qu'il y a une partie des personnes qui sont dans les EHPAD aujourd'hui et qui n'y ont pas leur place. Étant donné qu'on rentre dans un EHPAD à 87 ans en moyenne, qu'on a affaire à des gens qui souvent sont vraiment sur les derniers temps de leur vie ou à troubles cognitifs importants. Et donc sans doute que pour des personnes qui s'y trouvent aujourd'hui, d'autres solutions seraient beaucoup plus adaptées. Il ne s'agit pas de dire que les EHPAD sont une mauvaise solution, mais que ça n'est pas une solution pour tous. Donc voilà, des réflexions comme celle-ci nous amènent à regarder un peu plus finement finalement la situation de la dépendance et peut-être aussi, ce qui peut être rassurant pour les pouvoirs publics, à déflater certains chiffres avec lesquels on a tendance parfois à se faire un peu peur. Non pas qu'il faille renoncer à attirer davantage de jeunes professionnels vers ces métiers, puisqu'on a un immense enjeu, mais il faut aussi admettre que ça a toujours été aussi des emplois d'entrée, des emplois ascenseur social, et qu'il faut aujourd'hui revivifier finalement cette capacité à aller chercher des profils qui n'y seraient pas venus eux-mêmes, des personnes issues de l'immigration très récemment, et je pense aussi à des populations qui sont chassées par des guerres ou des événements économiques graves, et qui arrivent sur le territoire et qu'on n'a peut-être pas suffisamment l'idée et la capacité à orienter. Donc des solutions quand même existent et on peut les activer, et ce qui nous a été résumé tout à l'heure sur la prévention de l'autonomie y contribue. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette session sur la question des EHPAD pour effectivement les personnes qui ont besoin d'être assistées en temps continu. Alors, je vais donner la parole à Louis-Henri qui a réalisé un voyage d'études aux Pays-Bas avec des EHPAD organisés de manière un peu différente. Et même très différente. Première chose, je travaille à l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et je m'y occupe des transitions. À ce titre, j'ai été amené à relire un article de la revue de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dont le thème était « Description d'un voyage de directeur d'EHPAD aux Pays-Bas ». La première phrase disait quelque chose qui m'a accroché, c'était « En France, quand on est dans un EHPAD, on est comme chez soi ». Aux Pays-Bas, on est chez soi. Ce qui est déjà quelque chose de très différent. Être chez soi, ça veut dire qu'on loue un logement. Et par rapport à tous les sujets que nous avons abordés là, dans le débat passionnant qui vient d'avoir lieu, je n'ai pratiquement pas entendu parler de la santé et pas entendu parler d'argent. Je vais vous dire pourquoi et comment. Alors, pourquoi est-ce qu'on va dans un EHPAD aux Pays-Bas? On va dans un EHPAD parce qu'on est limité par quelque chose. Et le premier facteur de limitation qui a été cité par les 8 directeurs d'EHPAD que j'ai rencontrés, enfin d'équivalents EHPAD aux Pays-Bas, qui ont des modèles différents les uns des autres, il n'y a pas un modèle unique, c'était ce qui manque, ce sont les relations sociales. On ne nous a pas d'abord parlé de difficultés pour marcher ou pour s'habiller, ou pour se laver. D'abord, un problème de limitation des relations sociales. Ensuite, bien sûr, des limitations physiques, quand même. Et comment est-ce qu'on y remédie? Quand on va dans un EHPAD en France, on vous accueille comme dans un hôpital. Mais en fait, être vieux, ce n'est pas être malade.
on peut avoir des limitations sans être malade. Et aux Pays-Bas, on ne considère pas du tout les vieux comme des malades. Par contre, il y a une question qu'on aborde et qu'on n'aborde pas chez nous, qui est combien de temps vous reste-t-il à vivre? En moyenne, monsieur, vous êtes là pour vos 1000 derniers jours. Et puisqu'on accepte que les personnes qui viennent dans ces établissements viennent, par exemple, avec leurs animaux domestiques ou bien avec une partie de leur décor quotidien, on leur dit « Votre chien, quand vous serez mort, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne à qui? Est-ce qu'on le garde ici dans l'établissement? Est-ce qu'on va le transmettre à quelqu'un d'autre? » Et en fait, toutes les questions qui ont été déroulées sont des questions de mode de vie. Le premier établissement dans lequel je suis rentré, on nous a accueillis, j'ai eu l'impression de rentrer dans une médiathèque, et en fait, il y avait des vieux qui étaient là autour d'une table, qui étaient en train de feuilleter des trucs ou de lire. En silence, on a dit, on ne va pas les déranger, on va aller dans la cour. Dans la cour, il y a tout de suite des poules qui nous ont sauté sur les genoux. Je parle des animaux. Et ces poules sont des animaux qui aiment beaucoup être caressés. Et ils sont là pour établir un contact avec les personnes âgées qui sont là. Et on nous a parlé, on a été reçus par le directeur de l'innovation de l'établissement. Je pense que cette fonction existe en France, j'en suis pas sûr. On nous a parlé de la qualité de la lumière le matin, une lumière bleue pour mieux se réveiller, une lumière chaude le soir pour mieux s'endormir, une qualité de l'air pour mieux penser. 3 questions que nous n'abordons pas dans notre vie quotidienne en France. Je ne parle pas des vieux, là, je parle des gens à tous les âges. On ne se pose jamais ces questions-là. Et j'ai trouvé que c'était des questions extrêmement intéressantes. Après, pourquoi est-ce que les vieux viennent là-bas? Parce qu'en fait, l'approche est très progressive. On commence à avoir besoin d'un coup de main, on vient vous voir chez vous, on vient vous aider à faire quelque chose. Mais quand vous arrivez dans cet établissement, vous n'êtes pas déchargé de ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas à l'hôtel. J'ai entendu raconter que dans les EHPAD, parfois, il y avait une longue queue des familles qui viennent se plaindre de la manière dont le ménage est fait, dont le lit est fait, dont les choses ne sont pas assez propres, pas assez bonnes. Non, là, vous faites votre lit vous-même tant que vous pouvez le faire. Et puis, vous participez à préparer votre repas tant que vous pouvez. Vous avez l'aide qu'il faut pour. Bon, tout ça, ça pourrait faire rêver. En fait, c'est ni le Club Med, ni l'enfer. C'est quelque chose qui se situe ailleurs. Comment ça marche? Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est pas cher. En fait, pour les personnes les plus riches aux Pays-Bas, ça coûte 2 500 € par mois. Alors qu'ils sont payés partie par une assurance obligatoire, une assurance complémentaire obligatoire aussi, et des compléments. Ne t'inquiète pas, Isabelle, je vais arriver vite au bout. Donc, on n'est pas dans un hôtel et on participe à ce qu'on fait. Et en fait, tout ceci n'est rendu possible que par les aidants. Les aidants représentent la moitié du personnel des EHPAD. Et la statistique qui nous a été remise hier sur l'engagement, qui montre que seulement 4% des personnes en France ont l'air d'être sensibles à vouloir s'engager pour faire quelque chose pour le vieillissement ou la grande dépendance. Je pense que ça mérite d'y réfléchir. Mais au fond, il y a une chose qui est rassurante, c'est que les directeurs d'EHPAD néerlandais auxquels nous avons posé la question, nous ont dit « Vous pensez que ce n'est pas possible en France ?» C'est ce qu'on nous a dit quand on a voulu le faire. Merci infiniment. Je suis désolée, là, je suis obligée de presser un tout petit peu la fin de notre débat, puisqu'il nous reste un petit peu plus de 5 minutes. Donc je vais 7-8 minutes. Donc j'ai redonné la parole à Jean-Hervé et à Laure sur la question des EHPAD pour terminer sur les enjeux et peut-être effectivement du point de vue de la Caisse des dépôts qui s'engage. Et donc, je pense que ce qu'on vient d'entendre est très inspirant, puisque de fait, il n'y a pas de résignation à des situations qui ne satisfont pas la population, et 2, il y a des choses dont on ne parle pas assez. C'est pour ça que je évoquais tout à l'heure les aidants informels. Il y en a aussi en France dans les EHPAD, et dont l'aide représente, d'après ce qu'on en sait, ce qu'on peut en dire, 1 milliard, c'est le chiffrage qui a été fait dans une étude récente de chercheurs.
Je crois qu'un des sujets importants, c'est effectivement ouvrir les choix. Alors, la Caisse des dépôts est quand même très, très engagée là-dedans, puisque parmi ses missions, il y a celle d'accompagner les grandes transitions. Le nom de la chaire en témoigne, votre poste également. Et plus globalement, c'est l'ensemble de l'établissement public et de ses filiales sous la conduite de son directeur général qui essaye aujourd'hui d'accompagner ce défi. Donc, vous l'avez sans doute vu dans la presse, ça s'est aussi incarné récemment dans un soutien qui a été apporté à l'établissement lucratif, pour le coup, Orpea, non pas une association, ce qui est le cas d'Arpavi, qui est rattaché au groupe Caisse des dépôts, parce qu'il était impossible de laisser un nombre tel de personnes âgées et de personnel menacés par un risque de faillite assez sérieux, pour que la Caisse des dépôts ait décidé de s'y proposer aussi de créer un nouveau modèle ou une transformation assez profonde d'un établissement très internationalisé aujourd'hui, très exposé finalement à des aléas d'investissement immobilier, pour en faire quelque chose qui est plus recentré sur le métier, et on verra si la suite est à la hauteur de ce que, en tout cas, l'intention d'aujourd'hui est très fermement posée. Il y a beaucoup d'actions finalement qui sont diffusées par le territoire, puisque au sein de la Caisse des dépôts, on a 2 directions métiers, la direction des politiques sociales dont je suis, et la Banque des territoires qui, comme son nom l'indique, est là pour irriguer finalement les territoires d'un certain nombre de solutions. Aider les élus et les collectivités locales à avoir des possibilités de faire autrement, de compléter l'offre. Un autre exemple issu de l'international que je voulais citer et qui montre que les cultures sont très différentes, en Espagne, à ce qu'on m'a dit, je n'y suis pas allée, mais les halls de maisons de retraite, d'EHPAD, pour leur donner leur sigle français, ne ressemblent absolument pas à ce qu'ils sont en France. En France, il faut reconnaître que c'est un petit peu désert. Ça peut être joli, au sens où c'est propre, avec des plantes vertes, tout ce que vous voulez. Il paraît que le week-end, en Espagne, ça foisonne de monde. On se croirait sur une place de marché. Parce que dans la conception culturelle de l'Espagne, il y a son continuum familial. On s'occupe des personnes âgées, on se retrouve en famille, à l'EHPAD, pour continuer la vie telle qu'elle doit être. Et je pense que ça, il faut qu'on le prenne en compte. Il y a des cultures, on en parlait juste avant avec mon voisin, qui sont assez différentes, mais ça n'empêche pas qu'il faut se souvenir qu'effectivement, un EHPAD, quoi qu'il arrive, doit être un lieu de citoyenneté et donc de vie. Et là, pour la Caisse des dépôts, le grand défi, c'est de présenter aux Français d'aujourd'hui une palette de solutions qui soit bien plus importante. Et donc, elle a mis le paquet depuis déjà quelques années en termes de crédit d'investissement, en termes de prêts, pour soutenir l'effort national de rénovation, de transformation, mais aussi d'alternatives à l'EHPAD, puisque c'était un des sujets, Isabelle, sur lesquels vous appeliez notre attention. Et ça, c'est en cours. On essaye aussi de développer, la Caisse qui est directement engagée, une réflexion sur l'habitat inclusif, puisque c'est une nouvelle forme qui est en train d'émerger. On a créé une plateforme récemment avec la Fondation des Petits Frères et un réseau spécifique pour aider ces projets-là à venir. Et c'est une sorte de course de vitesse parce que, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la bosse de notre papy boom, elle est vraiment très proche maintenant. Donc il faut qu'on ait cette capacité à démultiplier les énergies. Et il y a aussi toutes les solutions qui tournent, et on verra comment le sujet est traité, autour du traitement du reste à charge. Là-dessus, la chaire, mais je laisserai Jean-Hervé Lorenzi en parler, a certainement eu des choses à compléter. Donc à la fois sur le plan financier et sur la transformation de l'offre, on essaye à la Caisse des dépôts de contribuer finalement à cette transformation, et y compris chez Arpavi, où les résidences autonomie sont une alternative qu'aujourd'hui on essaye de faire vivre et de transformer. Mais ça nous mènerait trop loin, et surtout en 7 minutes. Merci infiniment. Un dernier mot, Jean-Hervé, sur la question du financement éventuellement ? Oui, j'étais moi très frappé d'abord de la diversité des positions des uns et des autres, parce que entre ce qu'a dit M. Michel Chassan, qui est quand même un discours très programmatique, c'est très bien d'ailleurs, ce que vous avez dit qui est passionnant, mais ma réaction première, c'était de me dire tous les sujets que vous avez abordés sont des sujets qui sont philosophiquement extrêmement compliqués. Je veux dire, quel est le rapport entre les individus, le vieillissement et la mort? C'est un tout petit peu plus compliqué que de dire, voilà, les Hollandais, ils disent youpla boum, c'est vachement sympa, etc. Moi, je trouve que c'est plus compliqué. Et puis, peut-être 2 mots.
je ne suis pas payé par la Caisse des dépôts, je tiens à le préciser, mais je vais aller dans le sens de ce que Laure a indiqué. Mais je trouve qu'il y a des préalables à résoudre. Le premier préalable, c'est quand même que les gens qui sont gérés, les histoires d'EHPAD, etc., ont été massivement des escrocs. Donc il faut quand même essayer de récupérer le dispositif. Avant même de s'interroger sur le sens de la vie, moi je suis très truc, je me dis, il faut quand même essayer que cette affaire d'Orpea se termine proprement. Et franchement, je suis admiratif de ce que fait la Caisse. Enfin, il n'y a pas que Orpea. Hein, donc, premier sujet. Deuxième sujet, il y a les problèmes d'extrême pauvreté dans notre pays. Parce que tout ça, ça coûte très cher. Hein, parce que j'ai bien aimé le chiffre que vous avez donné, 2500 €. Mais il y a quand même... en gros, 10 à 15% de la population française, donc y compris des vieux, parce que c'est assez bien réparti, qui, de toute façon, ne peuvent pas se payer tout ça. Donc, il faut être très aussi attentif à des problèmes qui sont bassement matériels, mais qui sont ceux, tout simplement, j'allais dire, des capacités de financement. Et je terminerai juste en disant, c'est un dossier qui est un dossier... je vais dire, au tout début. On est, avant de s'interroger, je dirais, sur le fait que c'est vachement plus sympa, parce que c'est plus rigolo en Espagne, objectivement, de manière générale, c'est plus joyeux l'Espagne que le Danemark. Je dis le Danemark parce que chez les économistes, c'est notre référence habituelle. Quoi qu'il arrive, on dit le Danemark, modèle danois. Que la Hollande soit très respectueuse des gens, de manière plus qu'un pays qui a un rapport avec la vérité qui n'est pas tout à fait le même. J'essaierai de traiter les deux sujets. Un, comment est-ce qu'on essaye j'allais dire, de rendre plus propre ce dossier, qui est quand même pas propre, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, il n'est pas... Moi, je veux bien qu'on réfléchisse à tout, mais enfin, il y a d'abord un problème de la manière dont les gens ont été traités. Deuxième sujet, traiter les problèmes d'extrême pauvreté. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez ce que vous avez dit, Laure, c'est toutes les solutions. Moi, je trouve que grâce au financement de la Caisse des dépôts, mais qui n'est pas uniquement le seul, heureusement, mais qui est quand même important, on fait un séminaire là en juin, le 30 mai, voilà, sur les EHPAD. Et avec Kurilski, c'est vrai qu'ils ont lancé des dispositifs intergénérationnels. Mais là aussi, peut-être que je suis plus proche de tout ça que vous, pour des raisons malheureusement d'âge. Mais c'est compliqué, toutes ces histoires. Elles sont pas évidentes. Est-ce que l'intergénérationnel, on résout tout parce qu'on met des jeunes et des vieux? C'est pas forcément gai quand on est vieux de voir des jeunes. C'est compliqué de la vie. Hein. Il n'y a pas de solution évidente. Donc je pense qu'il faut, heureusement pour nous, essayer de traiter les problèmes d'abord de mise en place de solutions alternatives, de solutions, etc., diverses et variées. J'ai entendu plein de choses sur l'idée sur laquelle ma génération a vécu, c'est tellement mieux de mourir chez soi. Il semble que les gens ne le pensent plus. Vous voyez, on est dans des dispositifs où les opinions changent, c'est tellement difficile, tellement compliqué. En réalité, c'est quand même le rapport avec le vieillissement et la mort est quand même pas le sujet le plus évident. On l'a vu dans les tout derniers jours. On voit bien qu'il y a des positions des positions très diverses. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue en quoi que ce soit, mais sûrement pas sur ces sujets-là. Et moi, j'aime bien, puisqu'il faut quand même dire merci à la Caisse des dépôts, je trouve que ce que fait la Caisse, c'est très très bien, cette reprise Orpea. Bonne chance. Merci infiniment. On est obligé de clôturer ici car le temps nous est compté. Je voudrais juste vous inviter pour poursuivre, d'une part, à écouter le podcast Fureur de vivre jusqu'au bout de Louis-Henri sur cette question des EHPAD aux Pays-Bas que l'on trouve sur le site de la Caisse des dépôts, hein, en particulier sur le blog Regard d'expert de la Caisse des dépôts. Je vous invite également à lire l'interview de Laure de la Bretèche dans le magazine du printemps de l'économie donc, de cette année. Et enfin, de prendre à la sortie le cahier de recherche réalisé par la chaire TDTE, Transition démographique, Transition économique, sur l'espérance de vie en bonne santé. Donc également une étude que nous avons accompagnée dans le cadre de notre soutien à la chaire. Merci infiniment et désolé pour ne pas avoir le temps de prendre quelques questions.